On continue notre étude sur le traitement des exceptions en Java et j'aimerais maintenant vous parler de certains aspects un petit peu avancés. Le premier point sur lequel je voudrais discuter, c'est la hiérarchie des classes d'exception qui vous est offerte en Java. J'ai préparé ici un petit diagramme qui représente les principales classes. Bon, bien entendu, tout en haut, nous avons Object. De Object dérive Throwable. Throwable, c'est ce qui est déclenchable dans le système. De Throwable dérivent deux classes, Error et Exception. Regardez, je m'arrête là et je reprends la Javadoc. Donc si vous allez dans le paquetage java.lang, nous avions des interfaces, nous avions des classes. Notez que dans les classes, on y retrouve Throwable. Donc Throwable dérive bien de Object, c'est la classe mère de tout ce qui est déclenchable dans le système. Et donc, comme je vous disais, on a deux classes filles, Error et Exception. Regardez bien, les exceptions, on les retrouve à ce niveau-là, et notamment la classe Exception. Mais si vous descendez un petit peu plus bas, vous trouvez aussi une entrée Errors, dans laquelle on retrouve la classe Error et certaines sous-classes. Cette subdivision entre les exceptions et les erreurs, vous les retrouverez aussi sur les sous-paquetages. Regardez, je vais dans java.io, par exemple. On retrouve des exceptions, on retrouve une classe erreur. Et ainsi de suite pour un certain nombre d'autres paquetages. Alors des fois, certains ne proposent pas de classe erreur, mais souvent, on a au moins des classes exceptions. Regardez ici, j'ai un certain nombre de classes exceptions relatives à tout ce qui est connexion à la base de données. Connexion au réseau, excusez-moi. C'est pareil pour tout ce qui est connexion à la base de données. Si je vais dans java.sql, regardez, je cherche un petit peu, on va le trouver. STU. Donc ici, et là, nous avons tout un ensemble de classes exceptions relatives à la connexion aux bases de données cette fois-ci. Parfait. Alors la grande question, c'est OK, il y a des erreurs, il y a des exceptions. On a dit que les exceptions, c'était le traitement d'erreurs. Quelle est la différence entre les deux? Si vous voulez des erreurs, je vous conseille, je vous souhaite de ne pas trop en avoir. C'est vraiment des problèmes graves sur lesquels certainement vous n'aurez pas grand-chose à faire. Les plus connus dérivent de Virtual Machine Error et on a notamment Out of Memory Error ou Stack Overflow Error. Si vous prenez l'une de ces deux erreurs, en gros, je ne sais pas trop ce que vous allez pouvoir faire, c'est que soit il n'y a plus de mémoire, soit vous avez explosé la stack, la pile d'exécution. Ça veut dire que vous avez un appel récursif sans fin et ce genre de choses-là, la plupart du temps, c'est définitif, c'est plantage de votre application. D'accord? Donc on a bien ici Error. On a bien Virtual Machine Error. Et de cette classe dérive soit un Out of Memory Error, soit un Stack Overflow Error. C'est les plus classiques, c'est celles que vous allez rencontrer la plupart du temps. Bon, il existe d'autres types d'erreurs, je passe. Si donc vous avez une erreur, c'est assez grave. Vous n'aurez pas forcément grand-chose à faire. Il faut bien noter un petit point. Les erreurs, vous n'avez pas d'obligation à dire ce que vous en faites. Par défaut, c'est relayé à la méthode appelante. Jamais, quand on a fait un new, on a eu à dire ce qu'on faisait en cas de out of memory error. Très bien. Les exceptions, c'est des problèmes relatifs à votre logiciel, donc à votre code. Donc la plupart du temps, là, on pourra travailler. On le sait déjà, de exception dérive la classe runtime exception. Regardez, je remonte dans les exceptions. Et donc, on retrouve bien runtime exception à ce niveau-là. Et donc, c'est une exception. C'est une classe exception. Pour rappel, tout ce qui dérive de runtime exception, c'est ce qu'on appelle des unchecked exceptions. Donc, vous n'avez pas d'obligation de dire ce que vous en faites. Par défaut, elles sont relayées à la méthode appelante de manière automatique si elle déclenche, bien entendu. Donc, ce sont des unchecked exceptions. Donc, en gros, tout ce qui est là, tout ce que je suis en train de parcourir avec ma souris, vous n'êtes pas obligé de dire ce que vous en faites. Par défaut, il y a un throws qui est implicite. Alors, rien ne vous empêche de mettre un throws error ou un throws runtime exception sur une déclaration de méthode. C'est possible. Mais c'est sous-entendu. Par contre, tout ce qui dérive de exception et qui n'est pas une runtime, donc toute la partie qui est là. Alors, sur mon diagramme, ça ne prend pas beaucoup de place, mais c'est là que vous avez le plus grand nombre de classes. Vous avez énormément de types d'exceptions qui dérivent de exception, notamment, par exemple, les IO exception.
mais aussi les SQL exception et ainsi de suite. Donc vous avez ici un très grand nombre de classes. Ces classes, vous avez l'obligation de dire ce que vous en faites si jamais une exception de ce type-là est déclenchée. Donc soit vous dites un throws, on l'avait déjà vu, et vous relayez la chose à la méthode applant, soit vous faites un try-catch sur l'exception souhaitée. Bien entendu, vous pouvez faire des try-catch sur les types qui sont ici, donc sur les erreurs et sur les runtime exceptions. Très bien. Donc ça, c'est la hiérarchie des classes. Donc les unchecked exceptions sont ici. Les erreurs sont à ce niveau-là. Très bien. Maintenant, regardez. Deuxième point que je veux vous montrer. C'est le multicatch. Alors avant de vous parler du multicatch, déjà je vais essayer de régler le problème qu'on a à ce niveau-là. Si on regarde ce programme, il me dit que j'ai un souci. On peut avoir des SQL exceptions qui sont déclenchées dans ce bloc de code. Si on regarde ici, on peut avoir un autre type, c'est des IO exceptions. Imaginons, on veut faire une petite méthode d'exportation de données. On a des données qui sont stockées en base, on veut les exporter dans un fichier XML. Pourquoi pas? Dans ce cas-là, vous changez l'extension et puis on imagine aller produire un fichier XML. Bon, si je ne dis pas ce que je fais de ces classes d'exception, ça ne compile pas. On est bien d'accord, dans les deux cas, les IO exceptions sont ici, les SQL exceptions dérivent aussi de exception. Donc, on n'est pas de type runtime. Donc, il faut que je dise ce que j'en fais. Première solution. Alors ça, c'est ce qu'on pouvait faire depuis Java 1.0. Je peux mettre plusieurs catchs. Je peux ici dire ce que je fais en cas d'IO exception. Pourquoi pas, je fais un exception.printStactTrace. Donc j'affiche sur la console l'erreur que je viens de constater. Deuxième catch, spécifique à tout ce qui est relatif à l'accès aux bases de données. Et donc dans le même ordre d'idée, pourquoi pas, on peut imaginer qu'on fasse simplement un print.stack.trace. Alors c'est vrai que du coup j'ai deux catchs mais qui font la même chose. Ça peut être intéressant peut-être de fusionner tout ça. Donc dans ce cas-là, ce que j'aurais pu faire, ça depuis Java 1.0, j'aurais pu directement catcher sur exception. Mais le problème, c'est que ce catch, du coup, il prend tout le reste, y compris, pourquoi pas, les runtime exceptions. Pourquoi des runtime exceptions dérivent de exceptions? Ce sont des exceptions. Donc là, je n'ai pas catché les IO et les SQL. En vérité, j'ai catché tout ce qui est au moins de type exception. Alors, ok, je n'ai plus qu'un seul bloc catch qui catch les deux types de problèmes, mais je pourrais intercepter d'autres natures de choses. Si je veux être plus précis et que je veux que des IO et que les SQL, mais si je ne veux pas avoir deux blocs comme c'est le cas ici, dans ce cas-là, ce que je peux faire, c'est faire du multicatch. Alors, le multicatch est accessible depuis Java 7. D'accord, donc c'est un pipe qu'il faut mettre ici, avec la touche Alt-GR et la touche 6 au niveau du clavier, vous avez le caractère pipe. Ça veut dire que ce catch, il capture soit des SQL exceptions, soit des IO exceptions. Par contre, si jamais j'ai une runtime exception, par exemple, comme elle n'est pas interceptée par ce bloc, on ne va pas exécuter ce traitement et on va faire autre chose. Bon, il s'avère qu'au final, on va sortir de export data, on va se retrouver ici, et on va sortir du main, et donc de toute façon, on va faire un print.stack.trace. Donc regardez ce que je fais, histoire de différencier les deux cas. Je vais rajouter ici un system.out in myCatch bloc. Regardez, pour produire une erreur, il me suffit par exemple ici, bon, de toute façon, la connexion à la base de données ne va pas marcher. Je suis en train de réfléchir ici, ça ne va pas marcher, il n'y a pas les classes adaptées. Donc du coup, regardez, si je lance ça, tac. Bon, là, je n'ai pas réussi à me connecter à ma base de données. Je suis bien rentré dans mon catch block. Très bien, regardez, je commente la partie qui est là, je ne garde plus que la partie file output stream. Alors, momentanément, je vais couper le multicatch parce que je ne peux plus avoir de problématique d'accès aux bases de données. Mais regardez, ici, je vais faire un string s égale nul. Et là, je vais faire un system.out.println.
de s.to uppercase ou to lowercase. On est d'accord. Si on a un code de ce type-là, on va déclencher un null pointer exception. Donc, quelque chose de type runtime exception. Et donc, ce n'est pas notre catch qui prend la main. Là, on n'a pas l'affichage qui dit qu'on est dans notre bloc à nous. Là, on est une runtime exception. Donc, on est sorti de export data, on est sorti du main. Et c'est la JVM qui a affiché mon erreur. Bon, il en serait de même si jamais on avait réussi à établir la connexion à la base de données et que on ait produit une runtime exception. On ne serait jamais rentré dans ce multicatch. Donc c'est plus précis que de mettre un catch exception. Là, on n'a que des SQL exception ou que des IO. Alors cette possibilité, le multicatch, est possible que depuis Java 7. Bien entendu, si vous utilisez une version 6 de Java, ça ne marchera pas. Très bien. Bon, j'enlève là ces quelques lignes, ça c'était juste pour la démo. Très bien. Notez bien au passage, je ne l'ai pas rappelé, mais ici on a un try with resources, on a vu ça dans le tuto précédent, donc on est d'accord que ces deux ressources-là, à savoir ma connexion et mon fichier, sont fermées automatiquement en sortie du bloc try. Si vous avez des doutes à ce niveau-là, je vous ramène vers le tuto précédent. Très bien. Maintenant, dernier petit point que je voulais vous montrer, là sur ces aspects un petit peu avancés, on peut faire du RISRO. Du RISRO, ça veut dire que ici, je fais un traitement partiel de mon erreur. Là, je vais mettre partial handling. Voilà. Bon, on est à l'intérieur de notre bloc. Sauf que le traitement de cette erreur n'est pas totalement exécuté ici. Il y a une partie qui est exécutée ici, une autre partie qui doit être faite de par ailleurs. Ce que je peux faire, c'est relancer l'exception. C'est tout à fait possible. Alors là, j'ai une erreur. C'est légal, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que du coup, si je relance mon exception, ok, je l'ai partiellement traitée ici, mais elle n'est plus considérée comme étant traitée. Dès lors que je refais un throw, on relance notre exception dans le système, et donc, comme on est soit du SQL exception, soit du IO exception, il faut dire ce qu'on en fait. Et donc ici, on a bien un unhandled exception de type, pourquoi pas, IO exception, ou bien SQL. Bon, jusqu'à Java 6 compris, ce qu'on pouvait faire ici, c'était rajouter le fait qu'on ne traite pas toute l'exception à ce niveau-là, et donc on peut déclencher des exceptions. Pourquoi j'étais obligé de faire ça? Parce que ici, j'avais du SQL ou du IO, donc j'étais obligé de dire quel était le type parent. J'étais obligé de mettre le type parent. Depuis Java 7, il est malin. Même si ici, regardez, même si ici j'avais eu simplement un catch sur exception. D'accord? Depuis Java 7, comme il ne va plus regarder la déclaration qui est faite ici, il ne va pas regarder ce que j'intercepte et ce que je relance, il va vraiment regarder ce qui est potentiellement déclenchable. Donc il va regarder ces lignes-là. En regardant ces lignes-là, il verra qu'il ne peut y avoir que des SQL exception ou que des IO exception. Donc ici, je peux filtrer et dire, voilà, je ne suis capable de relayer que des SQL exception ou que des IO. Alors ça, il faut bien savoir que c'est possible que depuis Java 7. Si vous étiez sur une version précédente, à ce niveau-là, vous étiez obligé de mettre un throws exception. Bon, fatalement, comme je dis pas, comme j'ai pas tout traité au niveau de mon bloc try, ça veut dire que ici, je suis bien obligé de rajouter un try pour clore le traitement de l'exception. Et pourquoi pas ici voilà. On a le traitement de fin qui est fait au niveau de l'exception qu'on interceptera, qui sera soit du SQL, soit du IO. D'accord? Donc je peux avoir un catch qui intercepte tout, mais comme ici on ne peut déclencher que du SQL ou que du IO, j'ai la possibilité depuis Java 7 de ne préciser ici que les classes exceptions qui m'intéressent. Bon, bien entendu, si à ce niveau-là on avait été plus fin et qu'on avait mis que SQL ou IO, du coup, il le vérifiait aussi et ça compilait parfaitement. Très bien. Notez un dernier petit point. Quand on fait du multicatch, je reviens 3 secondes sur le multicatch. Fatalement, les méthodes exposées au niveau de l'exception ne sont pas les méthodes spécifiques à ces classes-là. Parce que c'est soit ça,
soit ça. Donc lui, il ne peut pas vous proposer des méthodes qui seraient spécifiques à une de ces classes. Donc ces deux classes, la classe commune, bah, c'est exception. On est d'accord, hein? Un IO exception ou un SQL exception dérive de exception. Donc il proposera les membres exposés par la classe exception. Bon, la plupart des méthodes viennent soit de throwable directement, hein, soit de object, qui sont les classes mères au-dessus de exception. Bon, je clôt ça. Donc voilà les petits points que je voulais vous montrer au niveau de ce tuto. Je voulais vous rappeler un petit peu quelle était la hiérarchie des classes d'exception et d'erreurs qui nous est proposée en Java. Tous ces éléments-là, vous pouvez les intercepter via des try-catch, hein, bon, excepté object, bien entendu. Vous pouvez faire un try-catch sur throwable directement. Dans ce cas-là, vous interceptez à la fois les IO et à la fois les erreurs, excusez-moi, et à la fois les exceptions. Donc, je voulais vous rappeler la hiérarchie de classe. Deuxièmement, je voulais vous présenter cette possibilité de multi-catch, donc qui s'introduit via le caractère pipe. Et je voulais préciser le fait qu'on peut faire du rethrow d'une exception. On peut faire un traitement partiel de l'erreur ici et finaliser le traitement d'erreur plus haut dans la pile des appels de méthode. Dans ce cas-là, il faudra bien entendu ici spécifier quelles sont toutes les exceptions qui sont aptes à être remontées. Depuis Java 7, on peut être beaucoup plus précis. Même si ici, vous aviez tout intercepté en faisant du exception, on peut préciser ici quelles sont très exactement les classes d'exception qui peuvent être potentiellement déclenchées dans le try. Donc des SQL et des IO, en tout cas dans notre exemple. Parfait. Bon, ben voilà qui clôt ces quelques points un petit peu subtils de la gestion des exceptions en Java. J'espère que tout ça a été clair. N'oubliez pas, hein, vous retrouverez cet exemple de code directement au niveau de notre site web. Hein, donc notre site, c'est cours.fr. Vous allez dans la section Java. Vous allez dans l'ensemble des tutos vidéo. Donc vous retrouverez ce tuto. Mais vous retrouverez aussi le workspace Eclipse directement à ce niveau-là. Comme ça, vous pourrez directement télécharger ce petit extrait de code. Voilà, n'hésitez pas à me mettre un j'aime hein, si vous avez trouvé la vidéo sympa, n'hésitez pas à la partager non plus, et puis je vous dis à très vite hein, pour un prochain tuto. Merci de votre attention.